Bonsoir et bienvenue à tous. On aperçoit maintenant des fidèles. Bienvenue à ce pitch Ville-la-M. Ici à Ville-la-M, en lien avec la mutuelle des professionnels de santé et groupe Pasteur Mutualité, nous propulsons des startups de la santé, nous soutenons la recherche, nous informons et nous débattons sur le système de santé en étant ouverts à tous. Nous nous préoccupons du bien-être des soignants. Nous militons pour une médecine préventive et nous passons tout simplement du bon temps dans ce très bel endroit. Nous sommes donc ravis et honorés de vous accueillir ce soir, professeur Arnaud Fontanet, vous et l'institution que vous représentez, l'Institut Pasteur, au sein de cette vibrillonnante Ville-la-M. Pour faire court, vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, vous dirigez l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de l'Institut Pasteur et vous avez été membre du conseil scientifique Covid-19. Et pour en venir à notre sujet de ce soir, c'est la saison des petites bêtes qu'on aime moyennement voir revenir, comme les moustiques, pas tant finalement par les démangeaisons de leurs piqûres, mais par la potentialité de nous transmettre des maladies, voire même des maladies qui, il y a encore peu, n'existaient pas sous nos latitudes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'état des lieux des zoonoses en France ? Et surtout, quelle est la part des changements climatiques et environnementaux dans l'apparition et la transmission de ces nouveaux agents pathogènes. Voilà ce que vous allez nous exposer ce soir. Et puis nous pourrons, dans le dernier quart d'heure, poser des questions au professeur, évidemment. Merci. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation et de m'avoir invité ici. Donc, dans les 45 minutes qui vont suivre, je vais vous présenter un panorama des maladies infectieuses, et notamment émergentes, celles qui peuvent être susceptibles de provoquer des épidémies ou des pandémies, et partager quelques réflexions sur le rôle des changements climatiques. J'ai rajouté aussi environnementaux, les deux sont liés, dans l'émergence de ces maladies infectieuses, sachant que, vous le verrez, on ne sait pas grand-chose sur ce sujet-là, et c'est beaucoup l'objet de modélisation, de projections sur les décennies à venir. Mais c'est important aussi que vous sachiez qu'on n'est pas sur une science très robuste, et que donc ce que je vais vous raconter est ce qui se dit aujourd'hui dans les milieux informés, mais effectivement ne repose pas nécessairement sur des évidences aussi fortes que d'autres aspects des sciences épidémiologiques sur lesquels je travaille. Donc, pour commencer, on va faire un retour rapide sur la Covid-19, puisque quand on parle de maladies infectieuses émergentes, on ne peut pas ignorer évidemment qu'on sort d'une crise majeure, qu'en anglais on appelle the perfect storm, l'orage parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand vous avez un virus qui se transmet par voie respiratoire, or nous respirons tous, ce qui veut dire que toute la population mondiale est à risque, qu'il a une certaine létalité, que la proportion de personnes infectées qui décèdent a un seuil qu'on va fixer arbitrairement supérieur à 0,5% ou 1%, ce qui était le cas du SARS-CoV-2, qui avait la létalité maintenant de la Covid-19 est estimée à 0,7%, mais tous âges confondus, vous savez que c'est très dépendant de l'âge, et que ce virus se transmet avant le début des symptômes, ce qui fait que les mesures traditionnelles de contrôle des épidémies, d'isolement et de quarantaine ne sont plus efficaces. C'est ce qui fait toute la différence entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-1 de 2003, dont vous vous souvenez peut-être, le SRAS, et puis le MERS, qui était dans les pays du Golfe. Et eh bien, autant le SRAS et le MERS ne se transmettent que 5 jours après le début des symptômes, ce qui laisse le temps de faire le diagnostic et d'isoler les personnes qui sont atteintes de ces coronavirus. Autant le SARS-CoV-2, on s'en est rendu compte courant février, était susceptible de se transmettre avant le début des symptômes et
dès lors, les mesures d'isolement et de quarantaine allaient être beaucoup moins efficaces, puisqu'au moment où vous avez diagnostiqué les personnes et vous pouvez éventuellement les mettre en isolement, elles ont déjà contaminé, puisqu'elles étaient contagieuses avant le début des symptômes. Donc c'est à peu près 2 jours avant le début des symptômes et 2 jours après le début des symptômes qui était la période la plus contagieuse. Et le temps de faire le diagnostic et de pouvoir informer les bases de données, les autorités sanitaires et qu'elles reviennent vers vous avec ce que vous rappelez les SMS qu'on recevait de la CNAM, en fait vous aviez déjà très probablement contaminé une bonne partie de votre entourage si vous étiez amené à contaminer à ce moment-là. Et donc quand on a un virus transmis par voie respiratoire, toute la population mondiale à risque, une certaine létalité, et une contagion avant le début des symptômes qui fait qu'on ne pourra pas l'arrêter, on se retrouve avec ce qu'on a vécu avec la Covid-19 et ce qu'on avait vécu avec les grandes pandémies grippales du XXe siècle. Rappelez-vous la grippe espagnole il y a 100 ans et les grippes de 57 et de 68. On a en fait, il est assez difficile d'estimer le bilan de la Covid-19. On n'est jamais tous d'accord sur qu'est-ce qui était réellement un décès attribuable à la Covid. Il y a ceux qui sont morts de la Covid, il y a ceux qui sont morts avec la Covid, rappelez-vous, plutôt sur la phase Omicron. Il y a en revanche un chiffre sur lequel on s'accorde tous, c'est les gens sont-ils morts, oui ou non. Les statistiques existent. Tous les pays industrialisés, en tout cas, sont capables de faire remonter des statistiques sur la mortalité assez rapidement et ces données sont disponibles. Et si on prend une période qui va de 2020 à 2022, il n'y avait pas beaucoup d'autres causes de mortalité qui ont pu influencer les chiffres qu'on observe. Et on peut calculer un excès de décès. C'est ce que vous avez ici sur cette diapositive. Et on estime que sur la période 2020-2022, il y a eu 25 millions de décès en excès à l'échelle mondiale. Alors je cite The Economist, qui pourrait vous surprendre, parce que d'habitude, on a quand même d'autres sources scientifiques. Il se trouve qu'ils ont fait un travail de modélisation qui n'a rien à envier aux meilleures équipes mondiales, et que c'est les seuls qui ont poursuivi cet exercice jusqu'à fin 2022 et dont les données sont disponibles. Les données de l'OMS, par exemple, qui sont très proches de celles de The Economist jusqu'à fin 2021, s'arrêtent fin 2021. Et on peut dire, je pense avec une certaine confiance, que ce chiffre est quelque part entre 20 et 25 millions, si on tient compte du fait que l'OMS était un petit peu en dessous de The Economist en fin 2021. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a eu autant de vies sauvées par le vaccin qu'il y a eu de décès. On estime de 20 à 25 millions les vies sauvées par le vaccin pendant la période de la pandémie Covid-19. Pour la France, c'est 170 000 décès pour la période 2020-2022, 70 000 en 2020, 60 000 en 2021, 40 000 en 2022. Et, c'est vrai, en France, l'âge moyen des personnes décédées est de 86 ans. Et vous avez tous entendu cette réflexion qui était, mais attention, on a pris toutes ces mesures pour sauver la vie de personnes qui, pour celles qui sont décédées, avaient 86 ans et probablement seraient mortes dans les années qui suivent, ce qui est pas faux. Là où le raisonnement est biaisé, c'est que si vous regardez les personnes qui sont passées en soins critiques, elles sont à peu près aussi nombreuses. C'est 150 000 personnes sur la période 2020-2022 en France qui sont allées en soins critiques. Ces personnes, elles avaient un âge moyen de 66 ans. Et les vies qu'on a sauvées en empêchant la saturation des soins critiques par toutes les mesures qui ont été prises, c'était des vies de personnes qui avaient en moyenne 66 ans, et beaucoup, beaucoup plus jeunes. Et là, évidemment, je me sens beaucoup plus concerné à titre personnel. Et c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Les mesures, elles ont permis de ne pas saturer les services de réanimation. Vous savez qu'ils étaient quand même déjà à des niveaux de saturation extrêmement forts, mais de au moins les laisser fonctionnels pendant cette période. Et c'est des personnes qui avaient un âge moyen de 66 ans qui sont arrivées en réanimation et qui ont pu, pour 75% d'entre eux, être sauvés pendant cette période de réanimation. Donc ça, c'est quand même un élément important à garder en tête. Le Covid long, vous le savez, cette entité un peu complexe qui rassemble des manifestations comme une grande fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire et des difficultés respiratoires. Il est estimé par Santé publique France à peu près 4% de la population en fin novembre 2022. C'était beaucoup des personnes qui ont été infectées lors de la première vague, quand on n'avait pas encore d'immunité, donc mars 2020. Les personnes qui sont vaccinées divisent par 2 le risque de développer un Covid long. Et c'est quelque chose dont on ne connaît pas encore la portée sur le très long terme, mais qui n'est certainement pas encore résolu et évacué. Sur la santé mentale, difficile de vous donner le bilan de la Covid. Il y a eu bien sûr au début beaucoup d'inquiétudes par rapport à
des troubles, déjà l'anxiété qu'a généré dans les populations l'arrivée de cette pandémie, puis après les conséquences des mesures de restriction des contacts qui ont été quand même prolongées et qui ont pu avoir un impact sur la santé mentale des individus. Et il y a beaucoup d'observatoires de psychiatrie qui ont été mis en place partout dans le monde parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait effectivement ces répercussions, qu'elles soient liées à la pandémie elle-même ou aux conséquences des mesures qui ont été prises pour contrer la pandémie. Et finalement, on n'a pas vu grand-chose. Vous regarderez ces grands observatoires, il y a dans Lancet Psychiatry par exemple, vous verrez qu'il y a des revues de cinquantaines de papiers, des méta-analyses, etc. Et de façon assez surprenante, même l'année 2020 s'est plutôt pas mal passée. Pour les personnes qui avaient des troubles psychiatriques connus, elles n'ont pas décompensé. Les admissions dans les services d'urgence psychiatriques ont plutôt diminué. Alors, en partie parce que les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital pendant cette période, parce qu'on savait qu'on risquait de se contaminer à l'hôpital. Mais malgré tout, ceux qui avaient des compensations fortes auraient dû à terme être pris en charge. Et on ne l'a pas vu. Et dans les revues de psychiatrie, et je ne suis pas moi-même capable de juger sur la validité de ce commentaire, mais ce que les psychiatres experts suggèrent, c'est que finalement d'avoir mis le monde à l'arrêt pour des personnes qui avaient des troubles psychiatriques profonds, pour certains, a été plutôt quelque chose de finalement un peu apaisant. Bon, je vous dis tout ça avec beaucoup de prudence, parce que je réalise aussi comment ça peut être interprété. En tout cas, c'est les commentaires qui sont faits par les psychiatres. Et les regroupements familiaux qui ont eu lieu à l'occasion des confinements notamment aussi, ont pu, dans certains contextes, avoir un effet un peu rassurant. Il n'empêche qu'à partir de 2021, la prolongation de ces mesures de restriction des contacts ont commencé à avoir un impact. Et la population qui, de façon unanime, est touchée dans l'ensemble des pays du monde, et ça tous les observatoires l'ont repéré, est celle des adolescents, et surtout des adolescentes. Et c'est chez les jeunes filles adolescentes que l'on a vu une augmentation à partir de 2021 des tentatives de suicide et des formes des anorexies. Et ce qui est intéressant néanmoins, c'est que quand vous regardez pour les pays industrialisés où les statistiques existent, cette augmentation a démarré dès 2010. Elle était bien antérieure à la Covid. Chez les adolescentes, tentatives de suicide et anorexie, simplement elle a été accélérée au moment de la Covid. Et vraiment à partir de 2021, les services de psychiatrie nous ont fait remonter ce signal et ça se voit dans les statistiques, une augmentation du nombre de tentatives de suicide et de formes d'anorexie chez les adolescentes. C'est un peu moins prononcé chez les hommes pour les jeunes adolescents garçons pour les tentatives de suicide. Sur l'éducation des enfants, je vous donnerai juste un chiffre. On estime la perte de scolarité à 1 trimestre dans les pays industrialisés, 2 trimestres dans les pays à revenus intermédiaires, et on n'a pas de données pour les pays à bas revenus. Enfin, l'impact économique de la Covid, estimé par le Fonds monétaire international à 12 500 milliards de dollars pour la période 2020-2024. Pour la France, il y a un seul chiffre qui est disponible, qui nous a été donné par Olivier Dussopt quand il était ministre des Comptes publics, une estimation à 424 milliards d'euros due à la pandémie Covid en France. Les autres chiffres que j'ai pu voir d'économistes varient entre 200 et 500 milliards d'euros. C'est des ordres de grandeur. C'est très difficile évidemment d'estimer les effets directs et indirects de la pandémie, mais on est quand même dans quelques centaines de milliards d'euros. C'est absolument considérable. Alors j'ai passé un peu de temps sur cette diapositive, mais je pense qu'il était quand même utile que vous puissiez savoir ce qu'une pandémie donne quand on a toutes les conditions réunies que je citais au départ, toute une population à risque, une létalité significative et des mesures de contrôle qui vont s'avérer inefficaces dans le cas de ces virus respiratoires, parce que la contagion débute avant le début des symptômes. Alors maintenant, si on s'intéresse aux grandes tendances sur les émergences de maladies infectieuses des dernières décennies, le tableau n'est pas très rassurant. On observe que autant sur la fin du XXe siècle, il y a eu 2 émergences notables, Ebola probablement découvert, parce qu'il existait avant en 1976, en ce qui était à l'époque le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo, et le sida bien évidemment, dans les années 80, qui est devenu en tout cas pandémique. Il a émergé dans la première moitié du XXe siècle, mais il est devenu pandémique sur la deuxième moitié du XXe siècle à partir d'Afrique centrale. Et le sida a évidemment été la catastrophe du siècle précédent avec la grippe espagnole, mais avec des temporalités très différentes, puisque la grippe espagnole a été concentrée sur 2 ans, alors que le sida continue d'être aujourd'hui encore très impactant. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense que c'est à peu près 40 millions d'individus qui vivent avec le VIH. Et il y a eu à peu près 40 millions de personnes décédées du VIH depuis les années 80. Quand on se
projette sur les 20 premières années du XXIe siècle, on voit qu'il y a une accélération des phénomènes d'émergence qui n'est pas due au fait qu'on détecte mieux les nouveaux agents pathogènes, parce que tout ce que je vous montre ici, ce sont des émergences que l'on aurait fini par détecter un jour ou l'autre, même si les moyens de surveillance étaient moins développés parce qu'elles ont été patentes. On commence avec le SRAS en 2003, on a la grippe H1N1 en 2009 qui a les caractéristiques d'une pandémie grippale, mais rappelez-vous, le taux de létalité, le nombre de décès par personne infectée était faible, entre 1 pour 10 000 et 1 pour 100 000, et un peu plus proche de 1 pour 100 000, donc on est loin du 1% qui fait ces pandémies grippales très dévastatrices. Il y a eu le Ebola en Afrique de l'Ouest, en 2013-2014, ça a été quand même une épidémie majeure pour un virus qu'on voyait habituellement en Afrique centrale et qui s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Zika, rappelez-vous, en 2015, les fameuses microcéphalies, ces enfants qui naissaient avec des têtes de petite taille quand les mères avaient été infectées pendant la grossesse. Et puis la Covid-19, bien évidemment, à partir de 2019-2020. Je cite aussi la variole de singe, dont la pandémie en 2022 a quand même montré comment ce virus pouvait aussi se déplacer très rapidement, comme ça a été le cas à ce moment-là. Donc on a quand même une accélération des émergences. Je ne vais pas aller dans le détail des facteurs qui sont associés à cette accélération des émergences, mais je reviendrai sur les facteurs dits climatiques et environnementaux. La frise d'images que vous avez sur le bas vous montre quelques exemples de facteurs associés à ces émergences. Et nous, on s'intéressera un petit peu plus aux aspects changements environnementaux et climatiques qui permettent d'expliquer ces augmentations qui sont observées ici. Alors pour mieux comprendre le phénomène, on parle d'abord pour beaucoup de virus. Vous avez vu sur la diapositive précédente, j'ai dû citer la peste pulmonaire de Madagascar qui est une bactérie. Il y avait eu un peu d'Escherichia coli aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise qu'on avait appelée le concombre espagnol. On avait suspecté à un moment les concombres espagnols d'avoir été contaminés par ces Escherichia coli. En fait, ce n'était pas le concombre espagnol, c'était les graines de fenugrec qui étaient à côté, qui elles venaient d'Égypte. Mais bref, c'était une crise liée à une bactérie, Escherichia coli. Sinon, hormis ces deux crises qui ont été limitées dans le temps et dans l'espace, l'essentiel de ces grandes pandémies, ce sont des virus. Et du coup, comment est-ce qu'on se retrouve avec des nouveaux virus qui deviennent pandémiques et qui peuvent mettre à mal nos sociétés, comme on a pu le voir notamment avec la Covid-19 ? Alors au départ, il faut comprendre que ces virus vivent dans des réservoirs animaux, que vous avez sur la gauche de cette diapositive, qui sont en partie des chauves-souris, qui sont des réservoirs de beaucoup de virus à potentiel pandémique. Il y a des oiseaux migrateurs et sauvages et des oiseaux aquatiques. Puis il y a aussi des rongeurs. Le virus, dans son réservoir animal, cohabite bien. C'est-à-dire que vous retrouvez des chauves-souris qui peuvent être infectées avec des bêta-coronavirus, par exemple, dont ceux responsables du SRAS ou du SARS-CoV-2, mais beaucoup d'autres dont on se demande s'ils ont un potentiel pathogène pour l'homme. Et là, vous pouvez retrouver 10% des chauves-souris, 20% des chauves-souris infectées, elles ne présentent aucun symptôme. Il en est de même pour d'autres animaux, les oiseaux sauvages, porteurs par exemple de virus de la grippe aussi, ne vont pas eux-mêmes pour la plupart présenter de symptômes. Et c'est le cas également de rongeurs qui peuvent être porteurs de ces virus. Pour passer chez l'homme, le plus souvent, on a besoin d'un autre qu'on appelle intermédiaire, qui est figuré sur le milieu de cette diapositive, et qui va être un animal qui est soit chassé directement par l'homme, soit qui est un animal domestique. Et dans ce contexte, ces animaux, eux, quand ils rencontrent le virus qui leur est transmis par le réservoir animal, peuvent développer des symptômes, développent des charges virales élevées et deviennent contagieux pour l'homme, d'abord parce qu'ils ont des charges virales élevées, mais aussi parce qu'ils sont en contact avec l'homme, par la nature même de leur fonction, entre guillemets. Et donc là, on se retrouve avec un passage possible vers l'homme, quelquefois facilité par un vecteur insecte comme un moustique. Et chez l'homme, il y a une étape assez fondamentale qui est soit l'infection a lieu mais ne donne pas de symptômes, ou si elle donne des symptômes, n'est pas apte à se transmettre de personne à personne, il n'y a pas de transmission interhumaine, et du coup vous n'aurez pas d'épidémie. Soit la transmission interhumaine devient possible, il y a des symptômes, quelquefois des formes sévères, et là on se retrouve avec une pandémie qui est facilitée par tous les moyens de transport que vous connaissez à la surface du globe. Et donc voilà un petit peu le scénario de l'émergence, avec ce qu'on appelle des franchissements de barrières d'espèces entre les espèces animales. Et pour reprendre quelques exemples, si on s'intéresse au SRAS de 2003, le réservoir animal était une chauve-souris fer à cheval, rhinolophe.
Le virus est passé par les civettes que vous avez en haut de ces animaux hôtes intermédiaires figurés sur la diapositive. La civette palmis masquée était consommée dans les restaurants du sud-est de la Chine. Et on ne sait pas comment elle a été infectée, si ça a été directement par les chauves-souris ou s'il y a eu d'autres animaux dans la chaîne entre la chauve-souris et la civette. Mais quand la classe moyenne chinoise s'est enrichie et était devenue en capacité de consommer des civettes qui étaient un mets un peu de choix dans les restaurants du sud-est de la Chine, des fermes d'élevage de civettes ont été créées pour alimenter ces marchés et ces restaurants. Et ces fermes ont été contaminées par le SARS-CoV-1, donc celui du SRAS. Et c'est dans les restaurants que les civettes ont infecté soit les cuisiniers, soit les personnes qui travaillaient dans ces restaurants, soit les clients, parce qu'elles étaient vivantes dans le restaurant et que les consommateurs arrivaient, choisissaient une civette vivante et le cuisinier venait la prendre dans sa cage. Et là, elle se débattait et c'est à ce moment-là qu'elle infectait les personnes qui étaient à son contact. Une fois qu'elle était cuite, en revanche, il n'y avait plus de risque pour personne. Mais voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Et donc ça, c'est un exemple typique d'une chaîne d'émergence vers l'homme avec le SARS-CoV-1. On pourrait prendre les virus de la grippe. Là, on a les oiseaux aquatiques et migrateurs qui sont les réservoirs de beaucoup de ces virus influenza, responsables de la grippe. Et ils peuvent éventuellement passer chez l'homme via, par exemple, les volailles domestiques. C'est ce qu'on a avec la grippe aviaire, y compris H5N1, où là, les volailles domestiques, elles tombent malades. Elles vont... c'est d'abord une épizootie, vous allez avoir beaucoup de pertes de volailles, mais les personnes qui sont au contact des volailles peuvent s'infecter et développer des symptômes de grippe qui, dans le cas de la grippe H5N1, sont extrêmement sévères. Ce qui, jusqu'à présent, nous a protégés avec la grippe H5N1, c'est que, vous le savez sans doute, elle n'est pas transmissible d'homme à homme. Donc il y a eu, depuis que le virus est décrit il y a 25 ans à peu près, on va dire, pour simplifier, 1000 cas humains de grippe aviaire H5N1, au contact de volailles domestiques qui elles-mêmes étaient très touchées, malades, mais il n'y a pas eu de transmission interhumaine, alors que la sévérité de la grippe H5N1 est très élevée, 50% des personnes infectées sont décédées. D'autres scénarios, puis je terminerai peut-être là pour pouvoir avancer un petit peu, je vous rassure, je vais un peu plus vite sur les diapos qui vont suivre. Si on pense en Ebola, là encore vous avez une chauve-souris au départ, plutôt une chauve-souris frugivore d'Afrique. Vous avez des grands primates, chimpanzés ou gorilles, qui sont infectés par ces chauves-souris qui sont porteuses du virus Ebola. Les grands primates tombent malades. Les chasseurs de primates vont pouvoir les capturer plus facilement. Et au contact de ces primates, ils vont s'infecter et ils vont ramener le virus dans leur village. Et après, la transmission se fera. Et maintenant, en Afrique, on peut avoir des villes touchées par Ebola, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques décennies. Donc voilà des phénomènes d'émergence qui impliquent toujours un réservoir, un hôte intermédiaire et, à la fin de la chaîne, l'homme, avec ce moment critique de est-ce que la transmission interhumaine sera possible ou pas, qui déterminera si vous avez une épidémie ou une pandémie derrière. Alors dans tout ça, comment est-ce que les changements climatiques et environnementaux vont pouvoir éventuellement influencer ces phénomènes d'émergence? Et comme je vous l'avais dit, les données sont complexes à interpréter. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des papiers qui ont été publiés dans les meilleures revues, de personnes qui réfléchissent aujourd'hui à ce que le changement climatique ou environnemental pourrait avoir comme impact sur la transmission de virus notamment, mais pas seulement, des bactéries ici pour cette diapositive. Et l'approche qu'ils ont choisie a été de mettre sur la colonne de gauche des effets du changement climatique avec le réchauffement, les précipitations, les inondations, les sécheresses, les orages, je vais de haut en bas. Au milieu, des modes de transmission potentiels des pathogènes par des vecteurs moustiques pour beaucoup, mais pas que, par l'eau, par l'air, par contact direct, par la nourriture. Et puis sur la droite, vous avez les pathogènes concernés et des noms de maladies qui sont associés à ces pathogènes. Et vous voyez qu'on retrouve beaucoup de possibilités d'émergence ou d'augmentation de maladies virales, bactériennes ou autres, parasitaires ou liées à des champignons, à la faveur des changements attendus liés au changement du climat et des modes de transmission qui seront affectés, et puis l'épaisseur des traits qui relient ces changements climatiques, modes de transmission et pathogènes, est proportionnelle au nombre de pathogènes qui seraient concernés à la fin. Alors,
Cette diapositive, en fait, elle est quand même très peu lisible et très peu interprétable. C'est néanmoins un document source pour ceux qui voudraient creuser un petit peu le sujet et qui vous donnera un peu toute la liste des scénarios qui ont été envisagés. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? On n'est pas nécessairement plus avancé. Ça reste quand même un très bon, j'ai envie de dire, catalogue, ce qui est un peu réducteur par rapport au travail qui a été fait par les auteurs. D'autres se sont intéressés à voir qu'est-ce que le réchauffement de la planète pourrait avoir sur les espèces animales elles-mêmes et leur migration et l'opportunité de nouveaux contacts entre espèces et de nouveaux franchissements de barrières d'espèces. Comme on l'avait dit au début de cette présentation, le tout, c'est des virus qui sont sur des réservoirs animaux, qui vont rencontrer d'autres espèces animales et se transmettre, et puis arriver en fin de chaîne à l'homme. Et si le changement climatique va induire des déplacements d'animaux, il va aussi créer des nouvelles opportunités de contact entre les espèces animales et des opportunités de transmission de virus. Donc, il y a un travail de modélisation qui a été fait par une équipe, et ce travail est publié dans Nature, relativement récent, et fait un peu référence là-dessus. Ils ont regardé sous différents scénarios du changement climatique, et ici c'est le scénario le moins péjoratif, qui est déjà oublié, mais bon, c'est celui quand même que je vous montre, à une distance quand même très lointaine, à peu près 50 ans par rapport au moment où la modélisation a été faite, et qui vous montre à la surface du globe où on attend des nouveaux contacts entre espèces animales et des nouveaux échanges de virus qui seraient provoqués par ces contacts. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va faire plus chaud, pour le scénario le plus simplifié. Des espèces animales vont aller vers des altitudes plus élevées pour échapper à la chaleur et vont se rencontrer avec d'autres espèces animales qu'elles n'avaient jamais vues. Et leur calcul est basé sur la proximité génétique qui existe entre les espèces animales et qui fait que s'ils sont génétiquement proches, ils sont plus à même de se transmettre des virus. Donc vous voyez qu'il y a quand même des hypothèses très fortes derrière, mais qui sont justifiées si par exemple on considère que les récepteurs des virus à la surface des muqueuses seraient plutôt plus proches chez des espèces qui ont des patrimoines génétiques plus proches. Donc il y a un rationnel derrière, il y avait des estimations qui ont été faites pour arriver à ces probabilités de transmission. Et ce qui montre globalement, c'est que surtout en Afrique, comme vous pouvez le voir là-dessus, mais un peu en Asie aussi, vous allez avoir des migrations d'espèces animales, des nouvelles opportunités de contact, et ils estiment qu'il y a à peu près 15 000 virus qui vont passer d'une espèce à une autre, qui seraient des nouveaux passages qui n'avaient pas eu lieu, ces fameux franchissements de barrières d'espèces, sur une période qui va sur 50 ans, et plutôt dans des lieux d'altitude un petit peu plus élevée et dans des lieux où les espèces très riches en espèces animales. Mais vous voyez quand même que on se projette sur des distances très lointaines, et puis quand je vous dis qu'il y aura 15 000 échanges supplémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça ne vous avance pas forcément beaucoup plus. C'est un peu tout le problème de ces travaux de modélisation qui sont très quantitatifs, mais pas qualitatifs. Et à titre personnel, moi-même, je suis beaucoup plus inquiet de ce qui peut se passer entre une chauve-souris porteuse d'un bêta-coronavirus et un animal dont on sait qu'il peut transmettre un bêta-coronavirus et ce qui arrivera vers l'homme, que d'autres passages de virus d'une espèce animale à un autre dont on sait que ça va finir sur des impasses et qu'il n'y aura pas de risque pour la population humaine. Dans ce même papier, donc, ils ont aussi un scénario où ils se disent les déplacements des espèces animales ne seront pas les mêmes pour toutes les espèces, parce qu'il y en a qui sont terrestres et qui vont rencontrer des obstacles, alors qu'il y en a d'autres qui volent, et du coup, ils se déplacent beaucoup plus facilement. Et dans celles qui volent, il y a les chauves-souris, et on se retrouve avec là des scénarios d'émergence beaucoup plus vers l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, parce que c'est des espèces volantes qui ne seront pas bloquées par les limites terrestres. Donc c'est le scénario numéro 2 qui donne le papier. Et ils font une estimation un petit peu plus poussée par rapport à Ebola, où là on a un peu plus de données. Et ils savent qu'aujourd'hui, il y a 13 animaux qui sont hôtes du virus Ebola en Afrique. Et du coup, là, en travaillant sur les migrations de ces espèces animales, ils pensent qu'il va y avoir de nouvelles espèces concernées, puisqu'il y a 100 partages d'Ebola entre des espèces animales qui ne l'avaient jamais partagé jusqu'à présent qui auront lieu. Et donc, s'il y a plus d'espèces animales qui sont porteuses du virus Ebola, il y a plus de risques de contact avec l'homme et de transmission d'Ebola à l'homme. Et ça se manifestera plutôt, comme vous voyez sur la droite, vers une extension de la zone d'Ebola vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors, à l'opposé de ces travaux de modélisation qui sont informatifs, vous donnent un peu une perspective, mais que j'ai beaucoup de mal à interpréter, il y a à l'inverse des équipes qui font un travail de terrain absolument magnifique, mais qui vous font un travail sur 25 ans extrêmement fouillé, extrêmement dense,
et qui vont finalement monopoliser une équipe pour vous écrire un scénario sur un endroit du monde. Et un des papiers les plus marquants a été fait par l'équipe de Raina Plowright australienne, publié dans Nature encore en 2022, où elle s'est intéressée à une région de quelques dizaines de kilomètres carrés, que vous voyez à gauche, et en Australie. Et là, elle travaillait sur le virus Hendra, qui est un virus qui donne des encéphalites chez l'homme et qui est transmis par les chevaux à l'homme. Et là encore, le réservoir, c'est une chauve-souris. On retrouve souvent ces fameuses chauves-souris, cette fois-ci des types roussettes, qui sont porteuses du virus Hendra. Les chauves-souris dans cette région vivaient en forêt, mais il y a eu une déforestation massive. 70% de la forêt a été détruite dans les années de l'étude. Et pendant l'hiver, qui en Australie va de juillet à septembre, les chauves-souris se déplacent pour aller se nourrir et vont vers des zones agricoles et des zones urbaines parce qu'elles n'ont plus assez de nourriture dans la forêt. Et c'est là où les chauves-souris vont se retrouver dans les zones agricoles en contact avec les chevaux, et vous allez avoir les phénomènes qu'on appelle de spillover, de passage du virus Hendra de la chauve-souris vers le cheval. Donc on a des épisodes qui ont été retracés, vous voyez, de 1997 à 2021 et qui ont lieu entre juin et septembre, pendant l'hiver australien, où les chauves-souris sont obligées de se déplacer pour aller se nourrir. Et tout ça plutôt dans les zones où les zones agricoles où les chevaux sont présents, qui éventuellement pourront infecter l'homme. Donc ça, c'est un travail qui a pris 25 ans, 50 km², qui détaille extrêmement bien l'impact de la déforestation sur la vie des chauves-souris et les contacts qu'elles ont pu avoir par la suite avec des espèces animales et transfert vers l'homme. Mais comme le dit Raina Plowright, the world is full of anecdotes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des équipes comme la sienne qui se placent un peu partout dans le monde et qui fassent le même travail sous différentes espèces animales et différents virus pour arriver à expliquer comment le changement environnemental, ici la déforestation, pourrait impacter la transmission de ces virus. Alors pour revenir sur les moustiques qui étaient évoqués dans la présentation au tout début, il y a deux moustiques évidemment qui nous concernent un petit peu plus, qui sont Aedes aegypti et Aedes albopictus. Aedes albopictus, c'est le fameux moustique tigre. Donc vous avez Aedes aegypti ici, qui sur le thorax a un dessin en forme de lyre, et ici vous avez Aedes albopictus, le moustique tigre, qui a une ligne noire. Bon, ça fait 5 mm, donc quand vous le regardez et que vous commencerez à les retrouver, puisqu'il y en a un peu partout en France maintenant, ça remonte vraiment vers le nord. Avant de les écraser, si vous avez l'occasion de voir qu'il y a cette petite tige noire, vous avez, cette barre blanche, vous avez un Aedes albopictus. Mais ce qu'on sait de ces moustiques, c'est que Aedes aegypti est vraiment présent dans les zones tropicales, dans cette très grande mégalopole que vous trouverez en Afrique et Asie et Amérique latine. C'est un moustique qui est devenu exclusivement anthropophile. Avant, il pouvait se nourrir à la fois sur les animaux et sur les hommes. Maintenant, il ne se nourrit plus que sur les hommes. Et du coup, il est venu s'installer là où les hommes vivent, dans les grandes mégalopoles. Les larves se développent dans de l'eau propre et vous trouverez en fait ces larves de Aedes aegypti là où l'eau reste, l'eau propre reste. Et ça peut être des petites boîtes de conserve, des coupelles sous des plantes, des pneus usagés. Tout ça sont des réceptacles où l'eau stagne et où les larves de Aedes aegypti peuvent se développer et éventuellement après transmettre un des 4 virus qui sont portés par ces moustiques, qui sont la fièvre jaune, la dengue, le Zika et le chikungunya. Aedes albopictus, lui, il est plutôt sur les zones tempérées. Il est arrivé dans le sud de la France il y a à peu près 20-25 ans. Il a maintenant gagné les 3/4 de la France et quasiment tout le territoire. Et il commence à devenir, dans le sud de la France, en fin d'été, il devient une nuisance. Les gens, déjà, c'est d'abord une nuisance parce que ça vous pique, et c'est un moustique qui est très agressif et qui pique le matin et le soir. Donc c'est désagréable. Et il est capable de transmettre des virus qui nous seront revenus des zones tropicales par des voyageurs. Donc c'est la dengue, le Zika et le chikungunya essentiellement. Et alors qu'on avait avant des cas très sporadiques de dengue, Zika ou chikungunya, on observe aujourd'hui des clusters, des petits clusters de 3 à 5 cas où là, un moustique autochtone est impliqué dans la transmission. C'est-à-dire qu'avant, ça n'était que des cas importés qui finissaient leur infection sur le territoire français et rarement posaient des problèmes cliniques qui devaient amener à une hospitalisation. Mais maintenant, les moustiques tigres présents sur le sol français, notamment entre août et octobre, et
un moment où leur densité vraiment augmente, sont capables de transmettre localement des virus importés. Et on a des clusters qui font 3 à 5 cas. Et en 2022, je pense qu'on a eu 67 cas de dengue autochtones. Et en 2023, c'était 45. Qui est des chiffres qui contrastent beaucoup avec ce qu'on voyait les années précédentes et sont amenés vraiment à augmenter du fait du réchauffement climatique et de l'augmentation de non seulement la présence de ces moustiques, leur couverture géographique, mais aussi leur densité et aussi le nombre de mois pendant lesquels ils peuvent transmettre. Parce que la température influe sur les saisons pendant lesquelles les virus peuvent être transmis par ces moustiques. Donc on a des conditions qui font qu'il faut s'attendre à ce que des virus comme dengue, Zika et chikungunya sur le territoire français puissent commencer à circuler. On va rester, je pense, au niveau de petits clusters pendant encore quelques temps, mais il y a un moment où ça peut devenir plus intense. Et ces simulations que vous avez ici, et vous avez donc la référence de ce papier, vous indiquent le nombre de mois pendant lesquels la transmission va être possible des différents virus qui sont concernés par ces moustiques. Et on se rend compte, si vous avez les cartes comparatives, que par rapport à la situation actuelle, le nombre de mois où les virus vont être transmis va largement augmenter dans beaucoup de régions du monde, y compris dans les zones tempérées, quand on parle du moustique tigre, Aedes albopictus. Une des grosses inquiétudes serait le passage de la fièvre jaune, qui est actuellement en Afrique et en Amérique latine, vers l'Asie. Il n'y a pas de fièvre jaune aujourd'hui en Asie. Or, le moustique Aedes aegypti est présent, comme vous le voyez ici, en Asie. Et vous savez qu'il y a beaucoup plus de contacts aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique. Et quand il y a eu une épidémie de fièvre jaune importante en Angola en 2017, il y a eu 9 cas chez des personnes chinoises qui travaillaient en Afrique qui ont été diagnostiqués au retour de ces Chinois en Chine, alors qu'ils étaient arrivés donc dans leur pays. Et heureusement, alors qu'ils avaient une fièvre jaune et qu'ils étaient donc symptomatiques et qu'ils avaient du virus dans le sang, ils n'ont pas été piqués par un moustique Aedes aegypti localement, qui aurait pu initier une chaîne de transmission éventuellement. On ne sait toujours pas si c'est juste une question de hasard qui fait qu'on n'a toujours pas eu de fièvre jaune en Asie, ou s'il y a d'autres facteurs impliqués, par exemple l'absence d'un réservoir animal qui là devient, comme les singes, et certains types de singes peuvent servir de réservoirs locaux dans les forêts. Mais en tout cas, si la fièvre jaune arrivait en Asie, ce serait une catastrophe, parce que comme vous le savez sans doute, il n'y a pas assez de vaccins pour faire face aujourd'hui aux épidémies de fièvre jaune en Afrique et en Amérique latine. On a des protocoles pour réduire les doses, de voir si donner des doses réduites de vaccins permettent quand même d'avoir une efficacité du vaccin, parce qu'on n'est pas en capacité d'en produire des quantités suffisantes. Et si l'Asie était touchée, on serait évidemment très très loin. Pour parler quand même des bactéries, une diapositive pour vous montrer le lien qui existe entre les oscillations El Niño que vous allez trouver en Amérique latine, au large du Pérou par exemple, et les épidémies de choléra au Bangladesh. Et une équipe a montré que quand vous avez un phénomène El Niño donc, dans le Pacifique, vous avez 6 mois plus tard une augmentation de la température dans le nord du Bangladesh et 4 à 6 mois plus tard, une augmentation des températures dans le sud du Bangladesh et des épidémies de choléra dans le sud du Bangladesh. Et si vous appliquez un décalage de 11 mois entre les oscillations El Niño et les pics de choléra au Bangladesh, vous voyez que les courbes se superposent de façon incroyablement précise. Et donc, c'est vraiment des effets longue distance de El Niño sur la transmission, cette fois-ci d'une bactérie, à travers son réservoir environnemental. El Niño a aussi un impact sur des précipitations et sur des épidémies de choléra en Afrique et de paludisme par le biais des précipitations et du réservoir moustique Anophel dans des régions d'Afrique. Je vais terminer avec juste quelques mots. Alors, je me rends compte que je suis carrément bien au-delà de ce que j'aurais dû. Ça va, tout va bien. Bon, un petit quart d'heure alors. Juste pour vous dire un peu aujourd'hui où sont pour moi les plus grandes menaces et sur lesquelles on devrait intervenir par rapport aux risques pandémiques. Vous l'avez compris, les virus respiratoires et notamment les coronavirus sont une menace majeure. On a cité le SRAS, on a cité le MERS qui est dans les pays du Golfe et où l'hôte intermédiaire est un dromadaire. Et puis il y a évidemment le SARS-CoV-2. Tant qu'il y aura des bêta-coronavirus dans les chauves-souris, la menace persiste et il y aura toujours du bêta-coronavirus dans les chauves-souris. Toutes les enquêtes qui sont faites sur les chauves-souris, notamment Rhinolophe, celle que vous avez en bas à gauche,
retrouve ces bêta-coronavirus et il est très difficile pour nous de savoir quel est leur potentiel épidémique à terme. Néanmoins, elles ne passent pas naturellement de l'homme, de la chauve-souris vers l'homme, il faut un hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire, c'est des petits animaux qui sont vendus dans les marchés du sud-est ou du sud asiatique. Ces marchés qu'on appelle des wet markets en anglais, d'animaux sauvages. Et là, vous avez toute une catégorie d'animaux. On a cité la civette, mais vous avez les furets, vous avez les blaireaux, vous avez les chiens vivérins. C'est tous des petits carnivores qui font à peu près 50 cm. Et tous ces animaux-là sont susceptibles d'être infectés par les bêta-coronavirus et de les transmettre à l'homme. Donc on sait que pour le SARS-CoV-1 de 2003, c'était la civette palmis masquée. 2019, vous savez tous qu'il y a un questionnement sur l'origine du virus, mais on a quand même dans les marchés de Wuhan retrouvé la trace, donc il y a à peu près 35 prélèvements positifs au SARS-CoV-2 dans le marché de Wuhan, notamment dans la partie ouest du marché, où étaient les animaux sauvages. Et dans quelques cages, on a retrouvé du matériel génétique qui appartenait à des chiens vivérins, notamment la cage Q61. Et là, on a du SARS-CoV-2 et du chien vivérin qui ont séjourné. Donc on sait quand même que de toute façon, le virus est passé dans le marché et qu'il y avait des animaux susceptibles de le faire circuler dans le marché. Maintenant, la question de savoir s'il était parti d'un labo ou pas est quelque chose sur lequel on n'aura pas la réponse, puisque on n'a pas été en capacité d'aller faire les investigations dans les laboratoires, notamment le fameux laboratoire de Wuhan. Mais au-delà de ça, la question ne change pas. D'un côté, il y a évidemment toutes les mesures que l'on doit prendre dans les laboratoires pour être extrêmement strict sur la nature des expérimentations qui peuvent être faites et sur les mesures de sécurité quand on a des virus pathogènes dans ces laboratoires. Il n'y a aucun doute là-dessus et les mesures sont prises. Et de l'autre côté, il y a des marchés d'animaux tels que ceux que vous voyez sur cette diapositive. Et tant que ces animaux seront vendus dans ces marchés et qu'il y aura eu des contacts avec les chauves-souris, il y a un risque de passage de bêta-coronavirus. Donc il faut évidemment agir sur les deux. Et sur la partie des marchés, cette étude qui a été faite en 2022 en Chine vous montre que les marchés étaient restés ouverts et qu'on avait tous les animaux qui sont susceptibles de transmettre des bêta-coronavirus jusqu'en décembre 2021, alors que déjà on était depuis 2 ans dans la pandémie Covid en Chine. Donc là, il y a quelque chose à faire par rapport à ces marchés. Il y a aussi la question de la déforestation, puisqu'on ne sait rien de l'écologie de ces... Enfin, rien. On sait très peu de l'écologie de ces chauves-souris rhinolophes, mais on a des éléments quand même pour dire que les déforestations peuvent les amener à les déplacer et donc amener des nouveaux contacts avec d'autres animaux. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on comprenne. L'idéal étant que les chauves-souris sauvages restent là où elles sont et qu'on foute la paix aux animaux sauvages aussi qui vivent autour. Et là, on aurait beaucoup moins de risques de transmission vers l'homme de ces bêta-coronavirus. L'autre sujet d'inquiétude, c'est les virus de grippe. Les grippes, donc le virus de la grippe, il est particulier parce que son génome est fait de 8 segments et que vous pouvez avoir des réassortiments de génomes à l'occasion de co-infections d'un même animal et d'une même cellule chez un animal co-infecté qui font que du matériel génétique s'échange entre ces 2 virus de grippe. Et pour peu que dans l'échange, un virus acquiert une nouvelle hémagglutinine ou une nouvelle neuraminidase, qui sont les protéines de surface, notre système immunitaire ne reconnaîtra pas cette nouvelle hémagglutinine et du coup ne pourra pas être efficace contre ce virus et on se retrouve avec une pandémie. Donc c'est ce qui est arrivé, qui est figuré ici. La pandémie de 1918-1919, c'était un virus aviaire H1N1. En 1957, il a rencontré un virus aviaire H2N2 et il a récupéré l'hémagglutinine et la neuraminidase. Il est devenu H2N2 et ça fait une pandémie. 11 ans plus tard, un H3 est arrivé, a donné son hémagglutinine et vous passez sur un H3N2 et vous avez une pandémie. Et on ne sait pas trop quand sera la prochaine. Aujourd'hui, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à H5N1 qui, depuis 2 ans, subit beaucoup de mutations dans la faune aviaire sauvage des oiseaux migrateurs et est capable de passer sur des espèces mammifères de plus en plus fréquemment. Et c'est ce qu'on voit depuis 2 ans. Et puis très récemment, vous avez vu qu'il y avait des vaches laitières américaines qui ont été infectées avec H5N1, avec des concentrations très fortes du virus dans le lait. Et donc le passage répété de ce nouveau virus H5N1, que l'on sait quand même être potentiellement très pathogène vers l'homme, avec des espèces mammifères de plus en plus souvent infectées, sont autant d'opportunités pour le virus de continuer son chemin de mutation qui un jour pourrait le rendre transmissible vers l'homme. Ce qu'il est déjà, mais pas très efficacement, mais surtout transmissible de personne à personne. Et là, on pourrait avoir une épidémie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on surveille vraiment de très très près. Et là, on parle évidemment d'élevage industriel.
Alors face à tout ça, on pourrait quand même se poser la question d'un certain nombre de mesures qui permettraient quand même de limiter les risques d'émergence par rapport à ces virus qui sont particulièrement dangereux pour nous. Mais bon, il y a un coût à ces mesures. Alors, je ne vais pas aller dans le détail des mesures, mais on parle de surveiller les marchés, réduire les risques de transmission, diminuer la déforestation, en finir avec les marchés d'animaux sauvages de Chine. Ça, c'est 20 milliards de dollars par an, hein, quand même. Donc, c'est un gros marché. Il y a des bénéfices secondaires avec la diminution de la déforestation par rapport au bilan carbone. Mais tout ça, quand même, on est sur des chiffres qui sont de dizaines de milliards de dollars par an. Maintenant, la pandémie, comme on l'a déjà dit, ici, il estime à 15 800 milliards de dollars le coût de la pandémie. C'est un peu plus élevé que le chiffre que je vous ai donné. Mais bon, il y a une approche sur le coût des mesures qu'il faudrait prendre pour diminuer beaucoup le risque de nouvelles pandémies, et puis le coût de ces pandémies quand elles sont aussi dévastatrices que la Covid-19. Un mot sur les méthodes de contrôle des moustiques. Vous connaissez tous les moustiquaires, les répulsifs, porter des vêtements longs, enfin tous les conseils qu'on vous donne. Aussi nettoyer un peu votre environnement, votre jardin, pour éviter d'avoir des récipients d'eau propre qui restent. Il y a également des recherches qui sont faites, notamment sur une bactérie, Wolbachia, qui, quand elle co-infecte les moustiques Aedes, d'une part affecte leur reproduction, mais d'autre part les empêche d'être co-infectés avec un autre virus, et notamment un arbovirus. Et on a des fermes de production de larves de moustiques qui sont infectées par ces Wolbachia, et après ces moustiques sont lâchés dans la nature avec des voitures qui circulent et ces éprouvettes qui contiennent les moustiques et qui s'en vont, etc., avec l'idée de coloniser l'environnement avec ces moustiques infectés par Wolbachia qui, d'une part, se reproduiront moins bien et, d'autre part, ne pourront pas être co-infectés avec un autre virus. Alors, pardon, l'histoire de la transmission est un petit peu plus complexe. C'est que les moustiques quand vous avez deux moustiques qui sont infectés par Wolbachia, ils vont pouvoir se reproduire. En revanche, quand vous en avez un qui ne l'est pas et un qui l'est, c'est là où vous avez une diminution de la reproduction, ce qui fait qu'à terme, vous avez un phénomène de remplacement d'une population de moustiques accéléré par le fait que les rencontres de moustiques qui sont non infectés et infectés ne sont pas productrices, qui font qu'il y a un avantage sélectif sur la reproduction pour les moustiques qui sont co-infectés par Wolbachia. Donc il y a un remplacement de population qui se fait de façon plus efficace. Mais surtout, ces moustiques ne peuvent pas être aussi co-infectés par des arbovirus. Et des essais grandeur nature ont été menés. Et là, je vous montre les résultats d'un essai en Indonésie, où sur un territoire, il y avait des zones où ils ont lâché les moustiques infectés par Wolbachia et d'autres zones qui étaient des zones test, en fait, pour voir ce qui se passait en l'absence de largage de moustiques infectés par Wolbachia. Ce que vous voyez ici, c'est que dans la zone d'intervention, assez rapidement, la proportion de moustiques Aedes aegypti infectés par Wolbachia va atteindre les 90-100% et ça se maintient dans le temps. Et dans la zone contrôle, il y a une contamination parce que les moustiques ils se déplacent quand même. Donc entre les zones d'intervention et les autres, vous avez petit à petit des moustiques Wolbachia qui arrivent malgré tout par colonisation de territoires d'à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le risque de dengue pour les populations qui étaient dans la zone d'intervention, il est de 77% inférieur au risque de dengue pour les populations qui vivaient dans les zones témoins. Donc le remplacement de la population par des moustiques Wolbachia, des moustiques co-infectés par Wolbachia, a permis de faire diminuer la transmission de la dengue dans ces régions. Et je terminerai avec finalement le fameux pathogène X, hein, celui que l'on ne connaît pas encore et qui pourrait nous tomber dessus, et qu'est-ce qu'on est en train de faire. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne sait pas prédire aujourd'hui le lieu et le moment où vont avoir lieu les prochaines émergences, ni le type d'émergence à laquelle on aura affaire. Je vous ai mis ici les émergences du XXIe siècle, et honnêtement, on n'a été capable d'en prédire aucune. Personne n'aurait pu imaginer qu'on aurait des dromadaires qui transmettraient un coronavirus dans les pays du Golfe, que le chikungunya qui vivait tranquillement sur l'est de l'Afrique se met à sortir et voyager dans le reste du monde à partir de 2005, qu'on aurait Ebola en Afrique de l'Ouest alors qu'il était toujours en Afrique centrale,
Zika, qui vivait en Asie du Sud-Est, s'est mis à traverser le Pacifique pour arriver en Polynésie française, puis en Amérique latine. La grippe qu'on attend traditionnellement dans les pays d'Asie a démarré au Mexique en 2009, etc. etc. Enfin, toutes ces émergences, on n'a jamais été capable de les prédire. Et du coup, aujourd'hui, on doit vraiment être dans la surveillance et dans la réaction très rapide si on veut y faire face. Ce qu'on peut faire un peu en amont, c'est une étude de population de réservoirs potentiels, notamment les chauves-souris, pour essayer de voir les types de virus qu'on trouve chez ces chauves-souris, tester leur capacité à infecter les cellules humaines. Alors ça peut se faire avec des pseudotypes, c'est-à-dire qu'on fabrique des faux virus qui ont les protéines de surface du virus concerné pour qu'il n'y ait aucun risque, parce que ce n'est pas des vrais virus d'infection reproductive, mais voir quand même s'ils peuvent se fixer sur les récepteurs à la surface des cellules humaines. On peut voir leur capacité de multiplication. On peut voir aussi si la réponse humaine ou animale à ces virus est efficace ou pas. Et puis on peut voir dans les populations qui vivent au contact de ces animaux, et notamment des chauves-souris, s'ils ont déjà des anticorps qui témoigneraient qu'il y a eu des passages antérieurs de ces virus chez les populations humaines. Donc il y a tout un travail en amont qu'on peut faire pour essayer de repérer un peu les virus à risque. Mais quand on est sur un virus qui nous échappe complètement, on met en place aujourd'hui des systèmes de détection qui nous permettraient d'être le plus réactifs possible pour pouvoir rapidement identifier des individus, avoir des tests de proximité, étudier la dissémination de ces virus et leur diffusion potentielle. Et je ne vous cache pas que mes journées qui ont commencé à 6 h du matin aujourd'hui sont sur l'écriture de grandes demandes de financement pour mettre en place des systèmes de surveillance et des systèmes de réactivité à l'échelle du pays et à l'échelle des hôpitaux ici, pour être vraiment de plus en plus réactif par rapport à ces menaces, parce qu'on a vraiment compris que d'agir extrêmement tôt avait une importance majeure. Ce qui est également fait, c'est du pré-positioning de vaccins par rapport à des virus menaçants, où on les amène en fin de phase 2. Alors vous savez qu'il y a une phase 1 pour un vaccin qui est de voir s'il est bien toléré, une phase 2 pour voir s'il stimule la production d'anticorps chez les personnes qui ont été vaccinées. La phase 3, c'est quand on essaie de voir si le vaccin est efficace en population humaine, avec un essai clinique à large échelle, avec quelques milliers de personnes vaccinées et quelques milliers de placebos, face à la maladie. Mais la maladie, vous ne l'avez pas nécessairement encore, et vous voudriez pourtant pouvoir déployer votre vaccin très vite. Donc il y a des organismes comme CEPI qui donnent des fonds qui sont issus de partenariats publics-privés pour permettre d'amener jusqu'en phase 2 des vaccins contre toutes ces maladies qui représentent des menaces, pour qu'on laisse ces vaccins sur les étagères et que si une pandémie démarrait avec un virus Lassa qui se mettrait à se transmettre de plus en plus ou autre chose, on puisse passer tout de suite à l'essai de phase 3 parce qu'on aurait déjà fait chez l'homme les essais de phase 1 et les phases 2 et on sait que le vaccin est bien toléré et on sait qu'il stimule une production d'anticorps dont on pense qu'elle va être efficace. Donc ça, c'est un travail qui se fait. Et ma dernière diapositive sera pour vous dire que tout ça doit aussi s'accompagner d'un travail de recherche fondamentale parce qu'on a tous été quand même surpris par la vitesse avec laquelle on a eu un vaccin contre la Covid-19 et ça a été un exploit absolument remarquable, mais c'est issu de beaucoup d'années de recherche. Alors ça a commencé il y a 60 ans à l'Institut Pasteur avec la découverte de l'ARN messager. Vous avez ici les publications de François Gros et de François Jacob qui avaient donc, avec des équipes américaines, identifié l'ARN messager. Mais l'utilité à titre de vaccin de l'ARN messager, on ne l'a eu que beaucoup plus tard. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la mise au point du vaccin contre la Covid s'est faite avec une vitesse absolument ahurissante. Le 10 janvier, un collègue chinois de Shanghai mettait sur virological.org la séquence complète du SARS-CoV-2. Le lendemain, à Moderna, ils avaient inséré deux mutations prolines dans le brin d'ARN messager synthétisé à partir de la séquence que les collègues chinois avaient postée, pour que la protéine S produite soit stabilisée en position préfusionnelle, qui était celle contre laquelle sont dirigés les anticorps. Et ils avaient, parce qu'ils travaillaient depuis 10 ans sur un vaccin contre le coronavirus du MERS, ils avaient trouvé que ces mutations prolines étaient nécessaires pour stabiliser la protéine spike. Donc ça, c'était fait le lendemain. 5 jours plus tard, ils avaient encapsulé avec des nanolipides leur brin d'ARN messager parce qu'il faut le protéger entre le site d'injection et la cellule où il va être efficace et va produire la protéine spike contre laquelle les anticorps seront dirigés. Et donc ça, c'était fait 5 jours plus tard pour que l'ARN messager soit envoyé en production, pour que 2 mois plus tard, on ait les lots cliniques pour démarrer les essais vaccinaux. Il aura fallu 5 jours pour faire leur vaccin. Même chose pour BioNTech.
Mais ça, c'est parce que ça faisait 15 ans qu'ils travaillaient sur l'ARN messager, et c'est parce que ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient sur un vaccin contre le coronavirus du MERS. Mais ils ont été à une vitesse incroyable. Ce n'est pas pour autant que ce vaccin n'a pas été bien évalué. Il y a eu, comme pour tous les autres vaccins, des phases 1 qui ont pris 2 mois, des phases 2, et puis en juillet, ils ont démarré les grandes phases 3. Et là, on a eu 2 essais très large échelle, probablement plus que ce qu'on n'a jamais eu pour un autre vaccin, avec Moderna et BioNTech, 40 000 personnes à chaque fois, 20 000 vaccinés, 20 000 placebos. Donc on avait quand même beaucoup de données au moment où, en novembre, on a vu que le vaccin fonctionnait et où il est devenu disponible à partir de janvier. Donc ça a été à une vitesse absolument ahurissante, ça a été très bien évalué, mais c'est une prouesse et on la doit aussi à la recherche fondamentale. Donc j'ai beau être spécialiste de santé publique et me battre toujours pour avoir des choses qui ont un impact immédiat sur la santé des personnes, je ne peux pas m'empêcher que s'il n'y avait pas eu la découverte de l'ARN messager 60 ans plus tôt et des personnes qui travaillent depuis 15 ans sur ces vaccins, on n'aurait pas eu, en moins d'1 an, un vaccin qui a sauvé 25 millions de vies. Voilà, j'ai sûrement été trop long, mais merci. Merci. J'ai l'impression que ça ne marche pas, si. Non, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des questions? Anne Dedan, merci infiniment. Moi, je me place du point de vue politique. On est en campagne législative, il y a quelques sujets en la matière. Qu'est-ce que le politique peut tirer de ce que vous venez de montrer et comment lui peut-il ou pas agir? Alors, je pense qu'un des messages, c'est sur cette dernière diapositive. Soutenir la recherche fondamentale. Ce n'est pas une recherche qui a un impact immédiat, mais comme je vous le disais, je ne suis pas moi-même du tout de ce monde, même si je travaille à l'Institut Pasteur où beaucoup de la recherche qui est faite est fondamentale. Mais je suis absolument convaincu qu'on a besoin d'avoir une compréhension très fine des mécanismes du vivant pour être capable après de passer sur des innovations de recherche translationnelle qui auront un impact pour les populations humaines très important. Donc, même si c'est une recherche de très long terme, le jour où vous arrêtez la recherche fondamentale, vous vous coupez de toute possibilité d'innovation sur le moyen terme. Et c'est vrai que pour le politique, c'est difficile parce que le politique, il vise sur un agenda qui est différent. Et c'est pour ça que je donne ce message, c'est que je comprends tout à fait que le politique a un agenda différent, mais ils doivent absolument être convaincus que le jour où ils arrêtent la recherche fondamentale, sur une échéance qui sera plus lointaine, ils mettent à l'arrêt toute possibilité d'innovation. Et il faut donc espérer que nos politiques, même s'ils ont un agenda électoral qui n'est pas le même, aient aussi la conscience de l'importance des effets moyen terme d'une recherche fondamentale. Après, sur les autres éléments de la leçon de la Covid-19, on est tous dans une phase où on est sorti groggy de cette pandémie, a suivi une phase d'oubli, que je vis moi-même aussi. J'ai des fois des moments, je suis obligé de me pincer pour me dire mais on a vraiment été confinés, il y a vraiment un truc qui s'est passé, etc. Bon, moi, j'étais un peu occupé pendant cette période, donc j'ai pas trop vu le temps passer, mais je pense que on commence petit à petit finalement à oublier. On ne réalise plus tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux, la souffrance des personnes, la souffrance des soignants, la souffrance de beaucoup d'autres, des patients évidemment et de leurs familles. Et pourtant, il faut tirer les leçons des pandémies. Il faut qu'on puisse revisiter les premières semaines pour se dire qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour venir en soutien des agences sanitaires qui, elles, ont un travail de surveillance qui est extrêmement chronophage et difficile à faire, et leur donner les moyens de faire une surveillance efficace, parce que la détection précoce, elle est absolument essentielle dès que vous avez un phénomène épidémique. Et puis après, oui, il y a bien sûr un soutien aussi à des recherches plus translationnelles, qu'on puisse se doter de centres de recherche sur les vaccins, par exemple, qui puissent être le plus rapidement possible opérationnels, parce que là, entre guillemets, on avait un virus qu'on connaissait un petit peu quand même. Le SARS-CoV-2, c'était comme le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, donc il y a eu 15 ans de recherche sur ce virus qui nous a permis quand même d'être aussi rapidement efficaces. Mais il y a d'autres virus qui sont des menaces sur lesquels il faut pouvoir mener aussi le même type de recherche. Et donc voilà, moi je plaide très fort pour le soutien à la recherche, je plaide pour le soutien aux agences de santé publique qui vont avoir la surveillance à mener, et puis pour tous ces aspects de recherche un peu plus translationnels, en lien avec le privé, qui est le seul qui est capable de déployer par la suite les tests diagnostiques ou les traitements ou les vaccins, pour qu'on puisse être le plus réactif possible la prochaine fois. Il y a aussi un message que je voudrais faire passer qui est vraiment important, c'est de réinstaurer la confiance dans la science.
On est sorti de cette pandémie alors que la science a très bien fonctionné. Cette diapositive en est l'illustration. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont très bien fonctionné, avec le sentiment malgré tout que chez les scientifiques, il y avait une sorte de confusion, qu'ils n'étaient pas tous d'accord, il y avait des polémiques, il y avait des controverses. La réalité des choses est que dans le monde des gens avec qui je travaillais, qui étaient quand même 95% des scientifiques, on était tous à peu près alignés sur les grandes, j'ai envie de dire, trajectoires à suivre. Et c'est malheureusement le jeu des réseaux sociaux et d'autres ont fait que l'image qui est ressortie de la façon avec laquelle la communauté scientifique considérait cette pandémie était beaucoup plus confuse. Et je pense que dans la population, il y a un certain scepticisme qui s'est installé, la désinformation des réseaux sociaux y a contribué, et on a pourtant besoin de la confiance dans la science. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir réinstaller, parce qu'on va avoir besoin de la science, et quand on parle du changement climatique et des changements environnementaux, moi-même, je suis incapable d'avoir un regard critique sur les rapports du GIEC. La seule chose que je peux dire, en revanche, c'est que c'est des physiciens de très haut niveau qui ont fait ce travail, que quand on lit leur pavé qui commence par 500 pages avec un résumé de 40 pages et enfin 2 pages pour ceux qui ont vraiment envie de passer très vite sur le sujet, les conclusions sont extrêmement claires, sont les mêmes depuis 30 ans, se révèlent même être moins, au fur et à mesure que le temps passe, les trajectoires sont encore plus péjoratives que ce qu'ils nous disaient. Et là, pourtant, par rapport aux sacrifices qui vont nous être demandés vis-à-vis du changement climatique, la seule chose qui doit nous guider, c'est la confiance qu'on a dans la science. Et tout ce qui nous en détournera et nous fera dire bon, ouais, ces types-là, en fait, on ne sait pas trop. Puis j'ai lu une étude qui disait que tout ce qu'ils racontaient, ce n'était pas vrai. Et tout. Non, quand vous avez un rapport du GIEC et que vous avez la masse de connaissances scientifiques qui est accumulée, qui remporte le consensus quand même de la communauté scientifique qui travaille sur le sujet, quelqu'un comme moi qui pourtant me considère comme scientifique, mais est incapable de juger la qualité de leur travail, je ne peux que m'incliner sur le fait que leurs conclusions sont le consensus scientifique de personnes de très haut niveau. Et que du coup, ceux qui nous disent sur les conséquences qu'on va avoir sur la planète sont à prendre avec le plus grand sérieux. Je voulais revenir sur la surveillance qui est absolument indispensable. Quand on voit que la population ne se teste plus pour le Covid alors qu'il y a une remontée et probablement une forte sous-estimation de la circulation du coronavirus dans ce qu'on voit, qu'on dépend des données et que si on n'a pas de données, on ne peut pas travailler. Donc, vous semblez passer beaucoup de temps à demander qu'on instaure un système de surveillance efficace. Les surveillances qui ne font pas intervenir la bonne volonté des gens paraissent les plus pertinents. C'est la surveillance des eaux usées, mais est-ce que le tri et le screening seraient suffisants ? C'est la surveillance obligatoire des prélèvements de laboratoire, mais c'est très aléatoire parce que ça dépend encore de plein de choses. Y a-t-il des opportunités pas trop humaines dépendantes qui pourraient permettre d'assurer cette surveillance ? Les eaux usées, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des systèmes dont vous auriez connaissance qui mériteraient d'être véritablement déployés à grande échelle à tous les niveaux dans le monde ? Alors après, tout dépend aussi de ce qu'on cherche à surveiller, puisque quand vous parlez des eaux usées, c'est intéressant pour des virus qui passent dans les matières fécales et qu'on peut retrouver et mesurer. Il se trouve que ça a été un des ajouts de la pandémie Covid-19. C'est qu'on a trouvé qu'on pouvait suivre par les eaux usées effectivement l'évolution de l'épidémie avec un démarrage dans les eaux usées qui précède quelques jours ce que l'on retrouvait en population humaine. Ça pourrait s'appliquer sur d'autres virus. Par exemple, le virus influenza H5N1, et aux États-Unis, ils ont commencé à le surveiller, le fameux des vaches laitières américaines, etc. Ils ont commencé à le surveiller dans les eaux usées et ça marche très très bien. Ils arrivent à savoir quels sont les États qui sont touchés aujourd'hui. Et ça, c'est un mélange en fait des évacuations qui se font à la fois des élevages, mais aussi des populations humaines, mais qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie H5N1. Après, tous les virus ne vont pas pouvoir être suivis de cette façon. Il y a évidemment la surveillance qui se faisait déjà sur le virus de la polio et des entérovirus, mais il y a d'autres virus qui vont échapper à la surveillance des eaux usées, qui reste malgré tout une des contributions de la pandémie Covid-19. Il y a beaucoup de choses dans votre question, et vous avez commencé d'abord par les attitudes et comportements des individus. On pourrait espérer que de la
pandémie, on ait gardé quelques réflexes. Donc je félicite les 2 personnes qui portent des masques ici aujourd'hui, qui peuvent le faire pour se protéger elles-mêmes, mais aussi pour protéger les autres. Moi, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, quand j'ai une infection respiratoire haute, je me mets un masque, simplement parce que je ne me pose pas la question de savoir si c'est la Covid ou pas. Alors si, je me teste, mais parce que c'est un petit biais personnel. C'est juste que je me dis, je ne vais pas... Aucune raison que je vous mette à risque d'avoir un rhume, une grippe, un VRS, la Covid ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est des habitudes qu'on peut garder. Et aussi sur le lavage des mains, il y a peut-être des choses quand même qui sont un peu plus répandues aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en tout cas avant la Covid, et il faut l'espérer. Le problème du dépistage est plus complexe parce qu'il y a un coût à dépister systématiquement. Donc on est plutôt sur des systèmes de surveillance qui, comme vous le dites, peuvent reposer sur les eaux usées ou peuvent reposer sur certains laboratoires de référence. Il y a des centres nationaux de référence de microbiologie pour la surveillance des pathogènes, parce qu'on ne peut pas... Le propre de la surveillance même, c'est de ne pas être exhaustif, mais de vous donner les tendances et donc de reposer sur des sites sentinelles. Et ça, c'est un compromis qui n'est pas toujours très facile à trouver. Mais en revanche, ce qui, moi, me soucie un peu plus, c'est notre capacité dans les périodes très aiguës. Parce que la Covid aujourd'hui, je n'ai plus trop d'inquiétude sur le fait qu'on repartirait sur une pandémie majeure avec un effet important de forme sévère en population humaine. Les variants qu'on va voir restent des variants qui sont assez proches les uns des autres et heureusement ont de moins en moins d'impact pour la très grande majorité de la population parce qu'on a fini par accumuler une immunité, que ce soit les infections répétées ou les vaccins. Il n'empêche qu'il reste des personnes qui ont des déficits immunitaires sévères, des personnes de plus de 80 ans dont l'immunité est quand même plus fragile et qui nécessitent donc des vaccinations répétées, et que pour ces gens-là, c'est important de pouvoir suivre ces évolutions. Mais en revanche, je ne suis pas inquiet d'un redémarrage d'une pandémie liée au SARS-CoV-2 qui aurait une forme très sévère de fait de mutations nouvelles, parce qu'on a un peu l'impression quand même qu'on a fait un peu le tour de possibilités, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le virus continue à muter beaucoup, mais en tout cas, on voit bien que le matelas d'immunité qu'on a accumulé depuis 4 ans maintenant commence à bien nous protéger pour la majorité de la population, mais comme je l'ai dit, pas toute la population. Donc, en revanche, si une nouvelle situation aiguë se produisait, et je serais incapable de vous dire quand, c'est l'objectif propre de la diapo que je vous ai montré, là, il faut être capable de réagir très vite. Et il faut que des systèmes de santé puissent très vite mettre en place des systèmes de surveillance basés sur les laboratoires, les hôpitaux. Et on a vu avec la Covid à quel point c'était difficile. Une agence sanitaire, quand vous avez un démarrage, déjà, elle va être complètement, vu les effectifs qui s'y trouvent, monopolisée par le contact tracing des premiers cas pour essayer d'avoir une première compréhension de... Et c'est énorme. Je me souviens que quand le MERS est arrivé ici en 2014, on avait 2 cas en France. Dans le nord de la France, il y avait un patient qui revenait de Dubaï qui a infecté son voisin de chambre. Il y en a un qui avait fait l'anniversaire de son petit-fils quelques jours plus tôt, 70 personnes. L'autre, pour des raisons qui m'échappent, avait une trentaine de contacts. Suivre 100 personnes pendant 15 jours, etc. Déjà, vous monopolisez, vous bouffez toute l'agence régionale de santé, ses effectifs, simplement pour suivre les contacts de 2 personnes. Alors quand vous arrivez à des chiffres un peu plus élevés, on voit très bien qu'on n'est quand même pas encore... on n'est pas équipé pour ça. Maintenant, on a appris beaucoup de choses pendant la Covid. On a mais il faut vraiment continuer à travailler dessus. Je pense que sur les bases de données populationnelles, si on arrivait à faire un peu plus de chaînage, et d'un chaînage plus efficace pour relier les différentes bases de données dont on dispose, on pourrait être beaucoup plus réactif. Il y a des pays qui le font déjà, le Danemark par exemple, a un système de surveillance basé sur le chaînage de toutes les données des individus, extrêmement efficace, et qui leur permettait d'avoir en temps réel en fait, tous les éléments. C'est 6 millions de personnes, mais il y a d'autres pays. L'Angleterre se débrouille beaucoup mieux, les États-Unis aussi ont pu faire beaucoup plus vite du chaînage de données. Il y a des obstacles chez nous légaux, constitutionnels à le faire, mais c'est un choix de société de se dire est-ce que j'accepte que mes données soient chaînées ou pas. Mais ça peut, en revanche, pour certains pays qui l'ont fait, leur permettre d'avoir une réactivité beaucoup plus grande sur être capable de vous dire qui est infecté, qui est hospitalisé, qui a été vacciné, et relier les 3, par exemple. Ça, c'est... Oui, alors j'allais... Alors ça, en fait, ça existe déjà. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on a une surveillance des réseaux sociaux. Et la moitié des alertes de l'OMS qui deviennent des épidémies confirmées ont été
détectés grâce à la surveillance des réseaux sociaux. Le premier programme qu'il a fait, c'est un programme canadien qui s'appelle GFIN. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà bien efficace depuis une bonne vingtaine d'années. On surveille sur les réseaux sociaux des gens qui échangent des mots, je tousse, j'ai de la fièvre, j'ai le nez bouché, etc. Et quand on voit que ça se clusterise, bien à ce moment-là, l'OMS envoie un message aux pays concernés en disant, dis donc, on sait que dans telle région qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le pays dit ce qu'il veut dire ou pas. Écoutez, merci, ça sera l'atout de la fin. De toute façon, on poursuit après, voilà, et il y aura un replay de cette conférence, et nous aurons l'occasion de nous retrouver en septembre, le 26 septembre, sur un nouveau sujet, qui sera celui de l'intelligence artificielle en pratique au cabinet du médecin. Alors, l'acceptation, la connaissance, les craintes, voilà. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à l'Institut Pasteur.